Alors aujourd'hui, on va parler de motivation. Donc motivation, c'est un terme que tout le monde connaît forcément, tout le monde peut au moins en parler de façon triviale, on va dire. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à définir quand on y réfléchit un tout petit peu. Sauf que c'est un terme en fait qui est extrêmement récent, que ce soit même au niveau du langage courant ou encore plus de la psychologie scientifique. Et quand on cherche effectivement à comprendre ce que c'est, on se rend compte très vite que déjà, c'est pas un phénomène, enfin la motivation ne rend pas compte de phénomènes qui sont forcément directement observables. En fait, on va inférer en fait, la motivation des comportements d'un individu. Et du coup, le fait que ce ne soit pas quelque chose qui soit directement observable fait qu'on va avoir très vite, on va se demander très vite de quel phénomène on parle. Enfin, si on parle vraiment de motivation, on ne parle pas d'autre chose. Donc, du coup, pendant longtemps, les phénomènes motivationnels ont été des phénomènes euh, qui ont été pas vraiment pris en considération par la psychologie scientifique. On s'est dit c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment étudier, c'est trop impalpable. Mais quand même, quoi. Enfin, il y a un certain nombre de concepts qui sont rapprochés de ce qu'on maintenant on appelle la motivation, qui ont émergé, qui font même partie des premiers concepts qui ont été étudiés d'un point de vue scientifique, mais qui n'étaient pas rattachés à la motivation à cette époque-là. Je parle par exemple à l'instinct, je pense par exemple aux besoins, que maintenant on rattache à la motivation. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on parle vraiment de motivation pour recouvrir l'ensemble de ces phénomènes-là, qui sont des phénomènes donc motivationnels, mais qui ont fait l'objet en fait d'une étude autonome avant d'être rassemblés sur ce que maintenant on appelle la motivation. Les phénomènes motivationnels, en fait, sont des phénomènes multiples et variés. On peut effectivement les raccrocher à beaucoup de choses que tout le monde connaît et que tout le monde appréhende tous les jours dans la vie, hein. Par exemple, quand on parle motivation, la première image qui vient à l'esprit, c'est l'image de la carotte. Effectivement, il suffit de trouver la bonne carotte pour motiver la personne et voilà, ça a fonctionné, quoi. Euh, et, et aussi, on a la même chose à l'inverse, c'est-à-dire que plutôt de trouver la carotte, généralement c'est associé à un autre terme qui s'appelle le bâton. On va se dire effectivement le fait si on n'arrive pas à motiver quelqu'un pour le fait qu'il aille vers quelque chose qui l'intéresse, hein, en termes de motivation, on va se dire bah, à ce moment-là on va sortir le bâton et il va quand même aller vers les choses qui l'intéressent. Enfin, qui n'intéresse pas, mais il va quand même faire quelque chose qu'on lui demande de faire, quoi. Donc voilà, la motivation en termes d'amplitude, ça peut être ça, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont derrière. On va parler aussi de motivation pour des choses où on va avoir l'impression qu'on est motivé pour aller vers un objectif. Et puis en fait, il y a d'autres motivations qui sont derrière, qui ne sont pas forcément super conscientes, qui vont faire qu'on va faire une chose, mais en fait c'est un autre objectif qui est derrière. On a par exemple ces phénomènes-là sur ce qu'on appelle l'auto-handicap, hein. C'est-à-dire les individus qui vont mettre en place des stratégies qui vont effectivement, qui sont pour apprendre, mais en fait ils vont tellement mal les mettre en place qu'en fait quand on voit la façon de les mettre en place, fait qu'ils ne peuvent pas apprendre consciemment. Par exemple, les individus qui ont un examen à préparer et qui la veille de l'examen vont sortir en boîte toute la nuit, ils vont se pointer à l'examen et globalement, vu qu'ils sont passés en boîte toute la nuit, bah, effectivement ils vont généralement pas réussir. Ils ne vont pas réussir non pas parce qu'ils n'ont pas les niveaux de compétences requis, mais parce qu'effectivement ils sont passés en boîte toute la nuit. Et en fait, quand on analyse un peu les motivations qui sont derrière, il s'avère que c'est pas quelque chose qui est anodin, c'est quelque chose qui est construit et dont l'individu n'a pas vraiment conscience, mais il a un petit peu conscience. Donc effectivement, tout ça, ça fait partie des phénomènes motivationnels et c'est ce qui rend la motivation un petit peu complexe à analyser, puisque quand on parle de motivation, on parle de tout ça en même temps. C'est pour ça que quand on utilise le terme motivation, on l'utilise au singulier, mais c'est vrai que moi je préfère l'utiliser au pluriel. On parle de l'ensemble des théories motivationnelles, on a des besoins, on a des instincts, on a des buts, on a des émotions, on a des incitations, des récompenses, ça peut être lié à l'estime de soi, ça peut être lié à la valeur des activités en tant que telles. On a quelques termes un petit peu spécifiques maintenant qu'on a inventés qui rajoutent encore l'ensemble de la terminologie qu'on peut utiliser pour parler de motivation. On parle de motivation intrinsèque et extrinsèque, etc., etc. Et donc tout ça, ça donne à des théories qui sont multiples et variées et assez différentes.
Et à l'heure actuelle, on en compte à peu près une centaine, au moins. C'est-à-dire qu'il y en a sans doute peut-être 100, 150. Enfin, c'est vrai que là, j'ai essayé de faire un recensement en 2008 et je me suis arrêté à un peu plus d'une centaine. Je pense que si on continue à l'heure actuelle, on serait plutôt dans les 150, quoi. J'ai essayé de construire un modèle qui permet en fait qui devrait rassembler toute cette théorie-là dans quelque chose de beaucoup plus simple à appréhender, puisque là, du coup, quand je dis ça, quand je parle de motivation en termes de besoin, en termes d'instinct, ou en termes d'intérêt, en termes de curiosité, du coup, on a l'impression que ça s'éparpille dans tous les sens, et c'est le cas, de façon à rendre ça un petit peu plus digeste, si je puis dire. J'ai créé un modèle intégratif qui cherche à intégrer donc ces différentes motivations dans quelque chose de beaucoup plus simple à analyser. Et donc j'ai créé un système qui permet de faire en sorte de voir que quand on a, par exemple, on parle de besoin, ça rentre dans une catégorie de motivation beaucoup plus fondamentale et qui effectivement repose sur des choses, sur des motifs primaires ou des motifs secondaires. Donc sur ces motifs primaires, en fait, on a forcément des éléments qui vont nous permettre de retourner à l'origine des choses. Donc je parle par exemple des besoins, des instincts. Donc on va estimer que c'est à l'origine de toute chose, les besoins et les instincts, dans les théories qui utilisent ces concepts-là. Alors que les motifs secondaires s'appuient sur ces motifs primaires, type besoin, instinct, mais du coup ne vont pas chercher à expliquer l'origine des choses, vont plutôt expliquer quelque chose de beaucoup plus immédiat. Je pense par exemple à l'estime de soi. Et donc les théories qui vont plutôt utiliser l'estime de soi vont estimer qu'effectivement l'estime de soi peut provenir de motifs qui sont eux-mêmes sous-jacents, ils ne vont pas s'en préoccuper, ils vont plutôt expliquer du point de vue de l'individu pourquoi est-ce que l'individu va faire les choses par estime de soi, pour l'estime de lui-même. À côté de ça, quand on continue à analyser la motivation, quand on continue à analyser la motivation, on s'aperçoit que les théories, et surtout les théories depuis les années 50, 60, vont finalement beaucoup moins s'intéresser à ces motifs, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je fais les choses, mais il faut beaucoup plus s'intéresser à qu'est-ce qui va me permettre de faire ces choses-là effectivement, qu'est-ce qui va faire que la motivation, une fois qu'elle a émergé en termes de motifs, elle va aller jusqu'à finalement la réalisation du comportement ou même jusqu'au résultat en fait qui va permettre l'expression de cette motivation. Et à partir de là, on a d'autres concepts qui vont être convoqués, par exemple le fait d'anticiper le résultat, c'est-à-dire que on voit bien quelqu'un qui en termes d'anticipation, ne s'imagine pas réussir quelque chose, même s'il a toutes les raisons du monde de faire cette chose-là, il ne va pas le faire. Donc ça ne serait pas une question de motif s'il ne fait pas les choses, ce serait plutôt une question d'anticipation. Donc on voit bien que l'anticipation est devenue, dans les théories modernes de la motivation, quelque chose d'assez fondamental. Pareil, il y a d'autres théories maintenant qui vont s'intéresser à la prise de décision. Effectivement, on a dans beaucoup de situations des plus et des moins, on va dire, pour agir. Finalement, il y a une raison qui va l'emporter sur une autre ou un motif qui va l'emporter sur une autre. Et ça fait partie des choses qui sont effectivement assez importantes pour certaines théories motivationnelles. Donc la prise de décision en tant que telle fait partie de la motivation à part entière. Après, il y a d'autres théories qui sont beaucoup plus intéressées à la façon dont ils s'y prennent pour faire les choses. Ils vont mettre en place des stratégies motivationnelles. J'en ai parlé par exemple pour l'auto-handicap tout à l'heure. L'auto-handicap, c'est typiquement une stratégie motivationnelle. C'est-à-dire qu'on est motivé, soi-disant, pour réussir, mais en fait, on a d'autres motivations qui sont sous-jacentes, qui nous poussent à échouer quelque part. C'est pour ça qu'on parle d'auto-handicap. Et donc, à partir de là, les stratégies qui sont mises en place vont traduire finalement cette ambivalence que l'on a au niveau du comportement. C'est-à-dire qu'en même temps, l'individu va mettre en place de face, en fait, de façon faciale, des stratégies qui sont faites pour réussir. Et en fait, la façon, il les met tellement mal en place, ces stratégies-là, qu'en fait, ces stratégies-là sont en fait faites pour échouer. Et donc, les stratégies motivationnelles vont nous permettre de comprendre finalement cette ambivalence en termes motivationnels. Et enfin, on a certains types de résultats qui sont à prendre à part entière, comme étant finalement des objectifs motivationnels. Je pense par exemple au flow. Le fait d'être immergé complètement dans l'activité, le fait de ressentir une joie extatique en fait lorsqu'on fait une activité. Donc il y a certains types d'activités, il y en a qui font de l'alpinisme par exemple, qui prennent un pied fou à faire ça. Et donc c'est vraiment cet objectif-là qui est visé, qui est l'objectif motivationnel et qui à partir de là effectivement permet de comprendre
au niveau de ce résultat, quand on monte un rebours, en fait, quels sont les motifs qui étaient là au préalable. Donc tout ça, ça nous donne un modèle assez complexe, que j'ai expliqué très brièvement, entre motifs primaires, motifs secondaires, prédictions qui s'articulent en fait avec les motifs, alors plutôt au niveau des motifs secondaires, la prise de décision, les stratégies, le comportement, le résultat. Et donc quand on prend l'ensemble de ce modèle-là, toutes les théories motivationnelles, normalement, rentrent et cherchent à expliquer plutôt certains aspects de ce schéma-là, soit il y a des théories qui sont foncièrement axées sur les motifs primaires, d'autres qui sont foncièrement axées sur les motifs secondaires, d'autres qui sont plutôt axées sur les prédictions, d'autres sur les décisions, d'autres sur les stratégies, d'autres sur les résultats, etc., etc., comme je viens de l'expliquer trop brièvement ici.